Bonjour les amis, quelques minutes de retard. Il me faudrait 4 vies ou 5 ou 6, je ne sais pas, pour pouvoir tout faire rentrer. Mais comme vous le savez, le travail c'est une dynamique et le travail c'est la santé. Et quand on est dedans, il est difficile de s'arrêter. Quel week-end complètement fou suite aux révélations concernant l'affaire Griveaux. Et si je me permets d'intervenir ce matin, c'est que j'ai entendu quand même beaucoup de bêtises et de mensonges, de manipulations, salut à tous, sur cette affaire. Alors, on va essayer, comme d'habitude, de faire la part des choses, parce que ça commence à bien faire, tout ça, de tout mélanger. Bon, vous avez vu tout le week-end, les médias, le monde politique, etc., qui fait corps et qui est complètement scandalisé par ce qui se produit. Et on y reviendra sur l'aspect légal, illégal, artistique, pas artistique, revendication, pas revendication, mais on va essayer de remettre les choses dans l'ordre. Bon. Donc, comme pratiquement un seul corps, hein, le monde politique s'est complètement soudé, tout parti confondu, pour dire que c'était scandaleux, atteinte à la vie privée, etc. Bon. Premièrement, je dois dire que cette guerre picrocolline, cette affaire, a agité un peu tout le monde, mais quand 25 personnes ont été éborgnées, 5 mains ont été arrachées, des centaines et des centaines de personnes ont été gravement blessées, nous n'avons ni entendu la classe politique, ni la classe médiatique s'offusquer de ce qui était fait au peuple français, puisqu'il faut comparons les choses et comparons un petit peu les indignations, puisque c'est ce que tout le monde fait aujourd'hui, et que ce relativisme nous incite, pas nous, mais beaucoup de gens, à tout mélanger. Donc nous avons eu une salve quand même ce week-end tout à fait incroyable. Alors qu'est-ce qu'il y a eu? D'abord, M. Macron lui-même a mis le feu aux poudres par les petites phrases, les insinuations dont il a le secret, en disant « la Russie déstabilise notre démocratie et va continuer ». Alors là, tout le monde s'interroge. Que vient faire la démocratie dans cette affaire? Que vient faire la Russie dans cette affaire? Piotr Pavlenski, que tout le monde connaît désormais, qui est certes un peu allumé, qui est dans une démarche artistique borderline, on n'est pas des moralistes, on n'est pas des juges, on n'est pas des procureurs de ça, et s'il a enfreint la loi, il sera condamné et il a le droit d'être défendu. Je vous lirai ensuite ce qu'a écrit Juan Branco, parce qu'on assiste aussi à une manipulation pour dire finalement c'est les gilets jaunes, c'est Juan Branco, il y a un complot, etc. On nous fait le coup du complot à rebours. Bon. Que vient faire la Russie dans cette histoire en tant qu'État? Je rappelle que Piotr Pavlenski, qui s'était cloué le scrotum, qui s'était coupé un lobe d'oreille, un lobe de l'oreille, etc., pour dénoncer, selon lui, les exagérations, les exactions, le côté autoritaire du régime de Poutine. Et donc aujourd'hui, on nous dit, finalement, c'est Poutine. Alors là, déjà, il y a un premier malentendu. Ajoutons à ça que toute la presse, Libération en tête, ne tarissait pas d'éloges, faisant des portraits dithyrambiques et inspirés sur la performance artistique, avant qu'il arrive tout ça, de Piotr Pavlenski, disant ce type, regardez quand même cette démarche extraordinaire, etc. Donc là, il y a un deuxième petit problème. Troisièmement, je dirais qu'on nous refait le coup à la fois du complotisme, de la lutte contre la haine et du fait que la démocratie serait en danger. Enfin, excusez-moi, mais le nouveau monde, la Startup Nation, les réseaux sociaux qui ont été instrumentalisés pendant la campagne électorale, Ismaël Emelien, ancien premier conseiller de M. Macron, l'a reconnu sur le plateau de France 5 avec M. Cohen, en disant que la règle sur Twitter, c'était d'avoir des faux comptes, de manipuler l'information et d'avoir des robots. Enfin, à un moment, on ne va pas
il ne faut pas confondre l'outil et les gens qui se servent de l'outil. Enfin, c'est quand même incroyable de tout mélanger comme ça. Donc ce nouveau monde s'est fait élire avec une base quand même, disait-il, solide et un objectif de moraliser la vie politique française. La moralisation, le nouveau monde, assez des pratiques de l'ancien monde, etc. Et là, on se retrouve finalement, un peu l'arroseur arrosé, sans mauvais jeu de mots, avec le pire du nouveau monde et le pire de l'ancien monde. Enfin, est-ce que c'est la faute des réseaux sociaux si un ancien porte-parole du gouvernement, un ancien proche de M. Strauss-Kahn, avec toute la bande, Ismaël Emelien, Attal, Griveaux, etc. Bon, est-ce que c'est la faute des Gilets jaunes, de ses avocats, de la Russie, des factieux, des séditieux, des martiens, que sais-je encore, si un ancien porte-parole du gouvernement, candidat à la mairie de Paris, fait ce qu'il fait, envoie sa vidéo et communique par Instagram avec des gens, des filles qu'il connaît un peu à peine, qu'il a rencontrées on ne sait pas comment, l'enquête le dira, puisqu'il faut tout dire, dans des circonstances que la justice établira. Est-ce que c'est la faute des Français? Ou est-ce que c'est de la légèreté? Imaginez un seul instant, si M. Griveaux avait été élu à la ville de Paris et qu'il y a tout un certain nombre de vidéos. Imaginez le chantage, il vaut mieux que ça arrive maintenant. Donc, je voudrais vous lire, vite fait, la chronique rouge vif d'Anne Romanoff qui évoque l'affaire Benjamin Griveaux, parce que je trouve que c'est pas mal écrit. Petit précis d'infidélité numérique à l'usage des politiques. Petit 1, tu as le droit d'entretenir des relations extra-conjugales. On est en France, tout le monde comprend que tu as parfois besoin de relâcher la pression. Il ne s'agit pas d'être irréprochable, mais il convient d'être discret. Petit 2, évite de mettre ton couple en scène, en couverture des magazines et de parler de ta famille avec une voix élamourée si tu n'es pas irréprochable. Merci Mimi Marchand. 3, en cas d'infidélité, utilise un portable dédié avec un numéro masqué où ton nom n'apparaît pas. 4, n'envoie pas de sexto, tu n'es plus un ado. Demande toujours si ta correspondance numérique pourrait être lue par un tiers. Ainsi, au lieu d'écrire « hâte de te retrouver ce soir, hâte de retrouver ce soir ta magnifique poitrine, regarde dans quel état tu m'as mis », ce matin, préfère rendez-vous à 19h pour se pencher sur les deux dossiers. Urgent de creuser à fond, le problème se durcit. 5, ne filme jamais tes parties intimes en gros plan, même si tu es bien pourvu par la nature. 6, sache que tout ce qui est envoyé sur Internet peut être aspiré, dupliqué, diffusé n'importe quand, n'importe où, alors que toi, tu n'es pas n'importe qui. Évite de faire n'importe quoi. 7, romps avec élégance en laissant croire aux partenaires éphémères que c'est sa décision. Avant l'éloignement, détruis ou dérobe discrètement son portable pour effacer toutes les traces numériques de la relation. 8, n'oublie jamais que vie privée et politique ou réseaux sociaux et bienveillance sont des mots qui ne vont pas ensemble. Alors, voilà. Est-ce qu'on est sur un plan moral? Ça ne nous regarde pas, la morale. On n'est pas un pays puritain, etc. Est-ce qu'on est sur un plan légal? La justice le déterminera. Il y a un respect à la vie privée qui est garanti par la loi. Piotr Pawlenski a outrepassé ce droit, et donc il sera poursuivi, sans doute, jugé pour soi, et encore une fois, il a droit à avoir une défense. Et aujourd'hui, à quoi assiste-t-on? Nous assistons au démontage en règle. Je ne sais pas si vous avez vu l'article du Monde, l'article de l'Obs, et je vous incite à aller sur le site, sur le Facebook de Juan Branco, pour voir un petit peu, il a tout mis en ligne, alors qu'il a toutes les preuves sur le fait que la compagne, justement, ses parents l'ont joint, etc. L'article de l'Obs, qui est un fake, en fait, reste en ligne, et on continue dans cette manipulation. Ce que je voulais vous dire, c'est que, vous l'avez tous constaté, le monde a changé, et le monde est en train de changer sous nos yeux. Les premiers, c'est pas les premiers, mais en tout cas, il y a eu des gens beaucoup plus éveillés, on en parlera un peu plus tard. En tout cas, les Gilets jaunes ont été le révélateur de ça, en disant, depuis
euh, maintenant 15 mois, 14 mois, 15 mois. Regardez comment fonctionne la démocratie. Ça ne peut plus durer, nous demandons à être entendus. Et ils ont mis le doigt sur un certain nombre de pratiques, d'hypocrisie qui se fait jour à la fois dans les médias et le monde politique, et ils ont dénoncé ce système. J'ajoute que les figures comme Julian Assange ou Snowden, qui ont fait les chourins de la presse mainstream, parce que je rappelle que Le Monde avait désigné Julian Assange comme homme de l'année, et que tout le monde a fait son beurre, si j'ose dire, et a vendu des milliers, des centaines de milliers d'exemplaires sur les révélations de Julian Assange, type génial, extraordinaire, qui défend la démocratie, etc. Il est en train de crever tout seul dans l'indifférence générale. Voilà un petit peu ce que le monde dans lequel nous sommes en train d'évoluer, et ce monde a changé. Qu'on le veuille ou non, on ne pourra pas réduire la liberté d'expression, on ne pourra pas fermer tous les robinets, tous les canaux de communication. Après, on aime, on n'aime pas, on a ouvert la boîte de Pandore, et aujourd'hui, effectivement, grâce aux réseaux sociaux, la parole circule, et toutes les hypocrisies, les gens qui se sentent tout-puissants, etc., seront dénoncés par des gens qui ont souffert, qui ont été humiliés, qui ont été mutilés, qui ont été blessés dans leur corps, dans leur âme et dans leur intellect. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est pas bien, c'est pour expliquer, pour mettre le doigt sur ce qui est en train de se produire. Voilà. Alors, j'ai lu aussi, et j'ai entendu ce week-end, le fait que tous les éditorialistes sur les chaînes mainstream ou dans la presse écrite disaient, mais regardez quand même, c'est la faute des Gilets jaunes, ce qui est en train de se passer, ça circule sur les Facebook des Gilets jaunes, etc. Mais que voulez-vous que je vous dise? Est-ce que les Gilets jaunes ne sont pas, il n'y a pas quelque part une forme de jubilation et une forme de contentement par rapport à ce qui se passe? Ce serait malhonnête que de prétendre le contraire. Monsieur Griveaux qui a quand même dit, les gens, ces gens-là qui fument des clopes et qui roulent en diesel, ce mépris absolu. Monsieur Griveaux qui, lorsqu'il y avait des actes des Gilets jaunes et que le magasin, vous savez, avec l'inscription juive, donc Bagelstein, le patron lui-même a dit que c'était la veille que ça s'était produit, sur le parcours qui n'était pas celui des Gilets jaunes, et que c'était pas la première fois, que c'était arrivé dans d'autres boutiques, bien avant les Gilets jaunes. Aucune excuse. L'affaire de la profanation de la stèle de Strasbourg, on a dit c'est les Gilets jaunes, regardez c'est dégueulasse. Les images de vidéosurveillance, il y a eu une dépêche AFP, les dernières nouvelles d'Alsace, un des rares journaux à avoir été honnête, a dit mais non, c'est quelqu'un qui, au petit matin, on lui avait prêté, c'était un ouvrier, on lui avait prêté une voiture avec un crochet, il n'avait pas l'habitude, il a reculé, les images de vidéosurveillance sont là, ça a bougé la stèle, et on a cru, en fait, un peu hâtivement, que des gens étaient venus pour bouger la stèle en hommage aux victimes juives. Voilà la vérité. Oui, mais des exemples, il y en a comme ça. On a dit aussi que les tags nazis, néo-nazis, antisémites, etc., dans toute l'île de France, dans les gares SNCF, les RER, etc., c'était les Gilets jaunes. La brigade chargée du maintien de l'ordre, la brigade ferroviaire, la police ferroviaire, a arrêté le type en flagrant délit. Il était employé par le conseil départemental des Yvelines. Un bon Français, père de famille, qui vivait dans le 78 et qui lui-même a dit, lorsqu'il a été interrogé par la justice, « Je n'ai aucune sympathie pour les Gilets jaunes. » Mais je les ai vus faire et j'ai profité de cette action-là pour exprimer ce qu'il y avait au fond de moi. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Voilà la vérité. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne faut pas céder
à ces manipulations, il faut rester calme, remettre l'église au centre du village, réexpliquer les choses. Si la loi a été franchie, elle sera, les gens seront jugés et condamnés pour cela, mais enfin qu'on arrête de nous sortir la grosse Bertha et qu'on arrête de nous dire que la démocratie est en danger, qu'on est pratiquement à nouveau dans la guerre froide. C'est Cuba 1962, le monde au bord du gouffre, parce que un homme politique en vue a sorti sa zézette sur les réseaux sociaux. Enfin, à un moment, on ne peut pas tout mélanger, tout ne vaut pas tout. Encore une fois, si la loi a été franchie et pas respectée, la personne, Piotr Pawlenski, sera jugé, il a droit à un avocat et les choses seront poursuivies. Cela pour vous dire aussi que des gens comme, je ne vais pas citer de nom, mais quand même un peu, Denis Robert, Juan Branco, Alexis Poulain et moi-même, nous soulevons un certain nombre, Antoine Peillon, Marc Andelveld, voilà, des gens comme ça. Nous faisons des enquêtes, nous essayons d'être factuels et bien informés, nous essayons d'avoir une parole mesurée et de sortir ces affaires pour que le grand public sache de quoi il retourne. Eh bien, j'ai une nouvelle pour vous. Nous continuerons à faire ce travail sans excès, avec le calme qui convient, et pour que démontrer aussi par les faits qu'on ne peut pas prétendre une chose et son contraire, et qu'on ne peut pas toujours faire du en même temps. Et le problème du boomerang et de cet effet Streisand, il est inéluctable quand vous avez toute une partie quand même du monde politique qui met en avant et qui vous culpabilise sans arrêt. Il faut déclarer ses impôts. Et vous avez des tas de gens qui ont de la phobie administrative, et encore récemment, des gens comme, je ne vais pas citer de nom, mais vous les connaissez tous, qui ont dû démissionner, Laura Flessel, etc., parce qu'ils ont on va dire, une relation trouble avec le fisc. Bon, les emplois fictifs, vous avez des gens, combien d'emplois fictifs dans tous les partis politiques qui soutiennent et qui composent la majorité? Écoutez, oui, des emplois fictifs. Le problème, c'est ça. Donc, on vous dit, attention, pas de noir, pas de travail au noir, pas de black. Et je pense que les gens font beaucoup d'efforts, malgré la pression fiscale inouïe dans notre pays, pour faire les choses correctement. Et puis, quand on creuse, on se rend compte qu'eux-mêmes sont dans les emplois fictifs, et que après toutes ces années, alors que les lois sur le financement de la vie publique datent du début des années 90, ça fait 20 ans, ils n'ont toujours pas réussi à se financer correctement, et ils continuent à escroquer, à faire des magouilles. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise par rapport à ça? Donc, ce sont les arroseurs arrosés. On pourrait multiplier comme ça les exemples à l'envi, parce que dans tous les domaines dans lesquels on nous fait la leçon, au peuple français, dès qu'on creuse un petit peu, on se rend compte, en fait, de l'envers du décor. Et puis voilà. Donc, si vous voulez, qui défend véritablement la démocratie? Est-ce que la démocratie aujourd'hui, c'est cette démocratie représentative qui a de plus en plus de mal à vivre correctement, puisqu'on voit bien qu'avec 10% des voix ou 18%, on peut non seulement passer le premier tour, mais ensuite se faire élire président de la République et continuer. Bon, voilà. Ou est-ce que ce sont plutôt les gens qui dévoilent le dessous des cartes, l'envers du décor, et qui vous disent « mais ça ne cadre pas, regardez en termes de mœurs, regardez en termes de fiscalité, regardez en termes d'emploi, comment se comportent ces gens et ce qu'ils font en réalité de leur vie en vous faisant sans arrêt la leçon ». Donc on a dans un changement de paradigme, nous sommes dans un changement d'époque, et face à ça, l'exécutif, mais aussi les médias mainstream, essaient d'être dans des renversements orwelliens. On a maintenant l'habitude
et de nous dire en fait que tout ça est un complot international ourdi par la Russie pour faire tomber la République française. Mais qui peut croire de telles sornettes? Enfin, à un moment, il faut. Donc, ce que je veux vous dire, les amis, c'est que nous continuerons à faire ce travail qui est urgent, moi je dirais, qui est sain, pour que, en fait, derrière, on essaie de reconstruire un pays avec des gens plus responsables et peut-être sortir de ce système pour un autre système. C'est ce qui s'est exprimé et c'est ce qui s'exprime encore dans la rue tous les jours. C'est ce qui s'exprime fortement sur tous les réseaux sociaux, d'où le succès du référendum d'initiative citoyenne. Cette demande urgente, absolue, nécessaire, vibrante, passionnante de démocratie qui ne peut plus s'exprimer à travers des médias et un monde politique complètement, je dirais, endogène et complètement consanguin, parce que tout ne vaut pas tout. Quand moi je vois un petit peu, j'ai lu un peu les articles encore une fois ce week-end et vu les journaux télévisés dire tout ce qui se passe, c'est la faute des Gilets jaunes, et ben, je me dis qu'il est temps de changer de logiciel. Voilà, voilà les amis. Tout ça pour vous dire que nous sommes un certain nombre à faire ce travail de vérité des faits, pas la vérité avec un grand V, la vérité des faits, et que si au cours de nos enquêtes, si au cours de nos bouquins, si au cours de tout ce travail d'investigation, il se trouve que des personnes de premier plan qui ont fait la leçon au peuple français sur des affaires de mœurs, sur des affaires sociales, fiscales, économiques, ou que sais-je encore, se trouvent impliqués dans des affaires, écoutez, ça ne fait pas toujours plaisir, mais nous continuerons à le dévoiler et à montrer l'envers du décor, parce qu'aujourd'hui, quelque part, à travers les réseaux sociaux, c'est une volonté du peuple, des Français, de reprendre leur destin en main. C'est aussi simple que ça, et toutes les tentatives qui sont faites depuis un certain nombre de mois vont effectivement dans le sens de vouloir restreindre cette liberté d'expression. Loi Avia contre la haine, bientôt reconnaissance faciale, j'en parlerai dans mon bouquin aussi avec des exemples, j'en ai parlé, vous verrez, sur ce qui se passe en Chine. On va être le premier pays européen à basculer dans cette société du contrôle, et c'est simplement les réseaux sociaux aujourd'hui, l'enjeu il est là, c'est qui contrôle quoi. Va-t-on avoir encore des espaces de liberté d'expression, puisqu'on est quand même dans le pays des droits de l'homme, de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on a le droit de s'exprimer. Ensuite, il y a la loi, on ne laissera pas les robinets se fermer. Le problème, c'est l'enjeu. Qui va contrôler les réseaux sociaux? Moi, je trouve que ce qui se passe aujourd'hui est très grave, parce que vous avez vu que avec la loi Avia, il suffira de signaler, et c'est un bon exemple, l'affaire Griveaux, il suffira de signaler en masse pour que les plateformes, sans même passer par la justice, on ne sait pas qui va décider. Des webmasters, des community managers, des gens qui ne sont sans doute même pas en France. Donc on va dire, écoutez, voilà, ça a été signalé, et donc qu'est-ce qu'on prend? On prend l'information et on la met à la poubelle. Mais ça ne marche pas. Et il y aura beaucoup de gens, si ça continue comme ça, qui lutteront pour pouvoir s'exprimer. J'en finis pour dire que, vous le savez, je ne m'en suis jamais caché, j'ai eu une expérience politique. C'était avant les réseaux sociaux, il n'y avait pas encore Facebook, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Twitter, etc. Vous croyez que les politiciens ont attendu les réseaux sociaux pour faire leurs saloperies, leurs tracts immondes, distribués dans toutes les boîtes aux lettres, etc. J'ai ressorti ce week-end ce qu'avait fait le ministre de l'Intérieur à Marie-Josée Roig lorsqu'elle était
candidate à la mairie d'Avignon. Une BD reprenant les codes du canard enchaîné, la dinde enchaînée, etc. Bon, et donc il a été condamné, parce que lui, l'a fait diffuser à 35 000 exemplaires dans toutes les boîtes aux lettres. Mais moi, j'ai vécu ça à Lyon, j'ai vécu ça à Villeurbanne, j'ai vécu ça à Toulon, j'ai vécu ça à Paris. Les hommes politiques ont toujours fait ça. Les hommes politiques ont toujours fait ça. Donc on confond simplement l'objectif, la façon de faire avec l'outil. L'outil, ce sont les réseaux sociaux. Alors évidemment, les réseaux sociaux aujourd'hui donnent une caisse de résonance beaucoup plus grave. On est passé, si j'ose dire, de la caisse claire à la grosse caisse. Mais ce n'est pas l'outil, ce n'est pas la haine, c'est simplement la libre circulation de l'information. Et c'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Et moi, je pense que les Français sont un peuple assez mature, assez intelligent, assez politique au premier comme au dernier degré pour faire sa propre opinion sans qu'on lui dicte dans les médias mainstream ou par les politiques comment ils doivent penser et dans quel sens ils doivent penser et réfléchir. Nous sommes le pays de Diderot, nous sommes le pays de Voltaire, nous sommes le pays d'Audiard et de Frédéric Dard, et nous entendons bien que ça continue. Nous ne nous laisserons pas bâillonner, on ne nous fera pas taire, nous avons une expression mesurée, nous ne montrons pas nos zizis sur les réseaux sociaux, nous ne sommes pas des va-t-en-guerre, simplement nous partageons une information que nous allons chercher, nous essayons de protéger nos sources, et nous essayons de donner la parole à des gens qui ont des choses intéressantes à dire. Nous essayons de faire des débats et on ne nous fermera pas les robinets de cette communication parce que sinon c'est la fin de tout. Et en tout cas, faites-le savoir, partagez et nous continuerons. Je veux pas parler en nom collectif, mais on s'unit, on se regroupe et un certain nombre de grands reporters, de gens qui comptent, qui ont une voix importante dans le pays, eh bien, on se voit, on se fréquente, on s'organise et on sécurise nos contenus. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, n'ayez crainte, nous continuerons et nous ne laisserons pas dicter notre loi par un monde politique en déshérence et qui est dans la décrépitude aujourd'hui, avec des médias qui ne savent plus où ils habitent et qui font du militantisme à l'antenne. J'ai entendu ce matin Apolline de Malherbe interviewer Juan Manco. C'est proprement scandaleux, c'est un travail de procureur de la République. Je pense qu'elle s'est trompée de vocation, cette jeune dame. Elle est très jolie, elle s'exprime très bien, mais elle devrait peut-être relire un petit peu les usages, les droits et les devoirs du journaliste. Et je la cite à relire. La charte de Munich. Voilà, donc nous continuerons, nous ne nous laisserons pas déstabiliser. Et chaque fois qu'une menace se fera jour, je les publie. Chaque fois qu'une saloperie ou une fake news sera fabriquée, nous la démontrons, nous en démontrons le mécanisme, nous exposerons le mécanisme, comment ça marche. Et donc nous continuerons à faire, je pense, œuvre utile auprès du peuple français. Voilà, c'est mon message du jour. Tant qu'on est debout, on est debout. Et quand on sera au fond du trou, on dira encore ce qu'on a à dire avec le calme et le recul et la hauteur de vue qui conviennent, sans insulter personne, mais en donnant à voir ce que les gens montrent et surtout ce qu'ils veulent dissimuler. Il s'agit simplement de mettre un petit peu de lumière sur des gens qui sont dans un sentiment de toute puissance. J'appelle ça l'arrogance de l'impunité. Nous mettons un peu de lumière sur cette ombre-là, sur des gens, encore une fois, qui nous culpabilisent, qui nous insultent, qui nous mutilent, qui nous blessent et qui nous éborgnent. Et donc, nous continuerons ce travail, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, dans le pays des droits de l'homme. Et je le dis calmement, mais avec toute la profondeur et la rage rentrée aussi. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, quelque part, quand je vois ce qui se passe, ça suffit. Tout ne vaut pas tout. On n'est pas dans le relativisme.
hein, sans arrêt. Et ces renversements orwelliens, stop, quoi. Voilà. Quand on est un homme public, on a le droit à une vie privée, bien sûr. On n'est pas un pays puritain. On n'est pas. En fait, je veux dire, en plus, tout le monde s'en tamponne le coquillard, pour reprendre l'excellent Queneau. Mais à un moment, quand on prend des risques, on joue, on perd, on assume les conséquences de ce qu'on a fait. Et ça peut arriver à tout le monde, mais quand on est un homme public et qu'on brigue, et qu'on a eu, et qu'on brigue encore des mandats quand même dans le top de toute cette démocratie représentative, on fait un petit peu attention à son comportement. Donc nous, on continuera ce travail, je pense, qui est salutaire pour les citoyens. Voilà, et on continuera. Et faites-le savoir. À bientôt.